Bonjour, très heureux à nouveau de vous retrouver pour l'introduction, la vraie introduction de ces rencontres d'Aix qui ne commencera pas cet après-midi aux alentours de 13h30, mais qui commence ce matin par nos échanges qui s'organiseront en particulier autour de deux masterclass. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Auparavant, j'aimerais donner la parole à Jean-Baptiste Perrier qui nous accueille dans la faculté dont il est le doyen pour ce qui est de sa faculté d'économie. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Madame la ministre, qui partagera également quelques mots d'introduction. Chers collègues. Alors, je ne sais pas s'il y a un jingle également. Je ne pense pas. Juste un gros jingle au départ qu'on avait un peu loupé, mais là, on va pouvoir discuter de manière plus fluide. Avec plaisir. Merci, Madame la ministre, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, avant tout, je tenais à remercier sincèrement le Cercle des économistes d'avoir choisi, je corrige le lapsus, mais il est révélateur, la faculté de droit et de sciences politiques comme lieu d'accueil de ces rencontres. Vous verrez, nos liens sont anciens, ils sont également étroits. Alors bien sûr, le climat méditerranéen du mois de juillet à Aix-en-Provence permet d'être dans le parc et non pas dans le bâtiment. C'est plutôt heureux. Mais cela ne remet pas en cause l'attachement qu'a la faculté de droit et de sciences politiques à ces rencontres et, je l'espère, réciproquement. Alors, c'est en effet une grande chance pour nous que d'accueillir ces 22e rencontres économiques d'Aix-en-Provence, tout particulièrement au regard du thème retenu cette année, réussir les transformations du monde. Je dis tout particulièrement parce qu'à la faculté de droit et de sciences politiques et plus largement au sein d'Aix-Marseille Université, nous sommes convaincus, peut-être à tort, mais nous essayons en tout cas chaque jour de former celles et ceux qui demain participeront à cette transformation du monde. Et pour cela, nous essayons d'ailleurs de nous transformer nous-mêmes, de repenser nos méthodes pédagogiques, d'améliorer le rayonnement de la recherche scientifique avec pour objectif de préparer nos étudiantes et nos étudiants à ces défis que demain, ils devront relever lorsqu'ils seront les acteurs du changement. Sans doute est-ce la raison pour laquelle j'ai été d'ailleurs invité à ouvrir cette masterclass. Madame la ministre, ces masterclass qui donneront la parole aux 18-28. On m'a invité à parler devant un public que je connais, dont j'ai un peu plus l'habitude. Et en tant que doyen et en tant que professeur d'université, je ne peux que me féliciter de cette attention portée par le Cercle des économistes et depuis de nombreuses années aux plus jeunes, à vous, particulièrement lorsqu'il s'agit de parler d'avenir, lorsqu'il s'agit de parler de votre avenir. Le monde se transforme, tout le monde le sait, sous l'effet des crises que nous avons traversées et que nous traversons encore. Crise du terrorisme, crise sanitaire, guerre en Europe, c'est plus qu'une crise, crise géopolitique, crise de l'inflation. Et j'arrête l'énumération avant de nous donner la sinistrose. Cela ne signifie pas que les crises sont passées, elles sont encore devant nous. Il y a peu de temps encore, nous espérions un monde d'après, mais si tant est qu'un tel changement a eu lieu, le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est sans doute pas celui que nous avions alors imaginé. Cela ne signifie pas que la transformation du monde n'est pas possible, ça signifie qu'elle est encore à réaliser. Et de ce point de vue-là, le thème choisi est particulièrement pertinent. Et d'ailleurs, les deux thèmes retenus pour cette masterclass me semblent parfaitement illustrer le défi et l'envie que sous-tendent cette transformation du monde. Le défi, bien sûr, c'est la deuxième partie, c'est le défi climatique. Nous nous souvenons encore des ambitions que nous avions à la sortie de la crise sanitaire à l'époque, il y a 2 ans, celle de réduire notre impact écologique, de privilégier les circuits courts pour soutenir les petits producteurs. Nous nous souvenons aussi de ce constat du retour de la nature. Alors, il y a à quelques kilomètres d'ici, les dauphins au large des calanques de Cassis, ou alors ailleurs, le chant des oiseaux dans les espaces urbains, tout cela parce que l'activité humaine reculait. Tout ceci nous semble loin désormais, et pourtant, entre espoir et limite, il faut espérer que les premiers permettent de dépasser les secondes. Car l'environnement doit être au cœur, bien sûr, de la transformation du monde, car sinon ce sera le changement climatique qui transformera notre monde au risque d'accroître les inégalités et de provoquer de grands bouleversements. Je pourrais ajouter, je parlais de nos liens, qu'aux côtés de l'économie, le droit ne doit pas être ignoré de vos réflexions. Comme le savent d'ailleurs nos étudiants du master droit de l'environnement, ils s'intéressent à ces débats autour du crime d'écocide, des procès climatiques, ou encore à la question du respect des engagements internationaux, bref, des enjeux économiques et juridiques qui ici se retrouvent. L'envie, ensuite, c'est le sport, d'où votre présence, Madame la Ministre, et d'ailleurs, vos travaux commenceront tout de suite après par cette question. Si l'on repense encore à la crise sanitaire, on se rappelle qu'au mois de mai 2020, nous étions tous devenus des joggers très assidus.
Je pourrais aussi continuer l'autopromotion, vous parler du master droit du sport de la faculté de droit. C'est une formation qui d'ailleurs fonctionne très bien, mais je voulais surtout insister sur cette envie que le sport véhicule. Le sport est ici un exemple, et à travers lui, c'est la question des loisirs et tout ce qui donne son sens à une existence au-delà de sa vie familiale et professionnelle. L'idée même de loisir peut faire parfois bondir avec le sentiment que la nouvelle génération, votre génération, n'a pas la même force, n'a pas la même ambition, qu'elle privilégie le plaisir à la force et au travail. Pourtant, cette envie d'une vie plus équilibrée, d'une vie où l'épanouissement personnel est aussi un signe de réussite, semble plus que légitime. Et bien sûr, l'économie doit s'articuler autour de cette aspiration. Pour toutes ces raisons, donc, et parce que vous êtes les premiers concernés par ces questions d'épanouissement personnel, par le sport, et pour faire honneur à notre ministre, bien sûr, au sein d'un environnement sain, on rejoint le premier thème. Il était essentiel donc de vous donner la parole, et je ne peux que saluer l'initiative des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci une fois encore au président, M. Lorenzi, cher Jean-Hervé, de nous avoir associés à cette belle manifestation, et j'espère qu'à proximité de l'enseignement du droit, vos rencontres économiques témoigneront à nouveau de la richesse des liens qui nous unissent. Je vous remercie. Chers collègues, merci beaucoup. Madame la ministre, tous les jeunes gens qui sont là ont candidaté à un concours dans lequel on leur a donné la parole. Ils ont comme caractéristique, ils et elles ont comme caractéristique d'avoir entre 18 et 28 ans, d'être des étudiantes, des étudiants, de jeunes professionnels, et puis de nous avoir fait partager un certain nombre de leurs réflexions sur les visions du monde. Cette année, nous avons également procédé à une très grande enquête via la plateforme JAM, au travers de laquelle on a recueilli 16 000 avis sur un certain nombre de questions, et avec derrière tout ça un panel équilibré entre les hommes et les femmes, naturellement, et selon, disons, les caractéristiques socio-économiques de l'INSEE, dont il ressort un certain nombre de grands enseignements sur vos préoccupations, sur vos espoirs, sur vos engagements environnementaux. Ça a été dit, chers collègues, et je pourrais mentionner aussi les différents masters de mon université qui traitent ces questions. Je ne le ferai pas. Voilà, mais j'ai été tout à fait frappé, par exemple, d'observer que pour 80% des répondants, et encore une fois sur un panel qui est bien plus large que la manière dont on procède usuellement à des sondages, 80% appellent de leur vœu des mesures en termes de politique environnementale qui soient significativement plus engageantes que ça n'est le cas à l'heure actuelle, et pour même la moitié de ces 80%, des mesures qui soient des mesures éventuellement contraignantes des libertés. Alors, nous n'en sommes pas là, mais Madame la Ministre, c'est pour vous donner quelques éléments d'ambiance. Alors, j'aurai plaisir tout à l'heure avec vous d'échanger autour de la masterclass que vous avez accepté de proposer à notre jeune public. Auparavant, je suis très heureux de vous donner la parole pour quelques mots de bienvenue, d'introduction, et à nouveau, merci du temps que vous nous consacrez, évidemment, dans une semaine qui est un peu particulière pour votre gouvernement. Absolument, une semaine de riche actualité. Moi, simplement vous dire d'abord mon plaisir d'être ici, à Aix-en-Provence, dans cette ville magnifique dont on disait qu'elle était un centre touristique, un centre culturel, et devenue maintenant un centre sportif. Je dois dire que le plaisir d'ouvrir mes fenêtres ce matin et de voir un ciel bleu, le vert des beaux pins, une végétation magnifique m'a donné un petit moment de bonheur particulier. Je suis aussi très heureuse d'être ici, chez vous, dans cet espace, la faculté de droit, de sciences politiques. C'est des études qui me parlent, c'est des études que j'ai faites du droit, des sciences politiques, et probablement mes meilleurs souvenirs de formation. Formation qui ouvre, qui crée cette citoyenneté, ces éléments de culture générale. Donc, très, très contente qu'il y ait ce petit fil rouge et cette résonance. Vous dire aussi que je suis particulièrement contente du thème de cette masterclass qui va nous réunir ce matin. Quand Jean-Hervé Lorenzi, que j'ai le plaisir de connaître depuis des années, m'a proposé un peu au cœur de l'hiver, quand il n'était absolument pas question que je sois ministre de quoi que ce soit, de m'engager à ses côtés pour
être sur cette thématique du sport comme facteur de jeunesse d'une société, j'ai tout de suite trouvé que le thème était assez formidable, assez génial, parce qu'on va évidemment tout à l'heure se parler de sport pour la jeunesse, mais au-delà de ça, de ce que le sport, par les valeurs qu'il véhicule, par tout ce qu'il peut inspirer de joie, de partage, est en soi un facteur de réjuvénation de nos sociétés, de rajeunissement et de créer cette énergie positive dont on a besoin. Donc on reviendra ensemble sur ces différentes dimensions de l'équation et vous dire que plus largement, être au contact de vous, la jeunesse de notre pays, dont vous nous dites par plein de messages à quel point vous êtes en attente d'élan mis dans les transformations nécessaires pour notre société, c'est important pour moi. Moi, j'ai 3 garçons aujourd'hui qui ont 11 ans, 14, 16 ans, qui ne sont pas encore dans la tranche de réponse au panel des 18-28, mais dont je vois des traits culturels. Et surtout, j'ai envie, un peu au terme de cette période électorale où on a vu parfois une détresse s'exprimer, une perte de repères, la tentation de certains extrêmes pour une partie de notre jeunesse, d'arriver à rebâtir un projet de société qui leur donne de l'élan, qui leur donne de l'espoir, des perspectives, qui recrédibilise l'engagement politique. Et tout ça, pour moi, c'est très important d'en parler ensemble ce matin. Vous dire peut-être pour conclure, je pense qu'en effet, on vit un moment charnière sur notre engagement, sur le sens qu'on veut donner à notre projet politique, notre projet de société. Et je pense que d'avoir ce feedback cru que vous nous donnez à travers ces enquêtes, tout ce que vous pouvez exprimer pour nous tirer vers le haut, pour nous aider, nous, responsables politiques aujourd'hui, à être meilleurs, c'est absolument capital. Donc moi, dans la mission, et je vous en parlerai tout à l'heure, de ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques que j'ai aujourd'hui, être proche de la jeunesse, porter un projet pour la jeunesse, écouter la jeunesse et en faire un aiguillon de nos actions dans un pays qui a aujourd'hui des rendez-vous très très importants, y compris sur le sport, avec la perspective des Jeux, mais aussi de la Coupe du Monde, c'est capital. Donc pour toutes ces raisons, je suis extraordinairement heureuse qu'on m'ait proposé au cœur de l'hiver d'être avec vous un certain 8 juillet et d'avoir pu, en dépit du contexte d'un agenda qui s'est bien rempli depuis, de pouvoir tenir mon engagement et d'être avec vous ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de ce dont nous allions parler durant la première masterclass. Je vous en rappelle simplement l'intitulé, notamment parce que, évidemment, il s'agit d'organiser un moment d'échange. Donc moi, j'ai un timing là, qui est très très précis, dans lequel il est prévu que la moitié du temps soit consacré à répondre à vos questions. Et donc le thème, je vous le rappelle, c'est le sport facteur de la jeunesse d'une société. On n'a pas mis de point d'interrogation, on n'a pas été jusqu'à mettre un point d'exclamation, et donc il est important que, évidemment, de vous entendre. On aura une discussion à bâton rompu auparavant, mais voilà, gardez bien à l'esprit que vous allez être sollicité, a fortiori si vous êtes au premier rang, pour poser des questions. Deuxième temps de la deuxième masterclass, les espoirs et limites face aux enjeux environnementaux, l'exemple de la pollution plastique. Et nous aurons un binôme, Marjolaine Grondin, qui sera la coordonnatrice, donc qui assumera le rôle que j'aurai durant la première masterclass. Schématiquement, c'est la patronne de Jam au travers de laquelle l'enquête a été organisée, et elle fera parler dans cette masterclass Simon Bernard, qui est cofondateur de Plastic Odyssey, donc qui vous expliquera son combat à l'encontre justement de cette problématique de l'invasion par les plastiques de ce qu'on appelle le 6e continent, là, qui se balade quelque part dans les océans. Mais auparavant, et c'est le moment où je vais céder la parole à Anne-Laure Jumet, donc, qui est rédactrice en chef de France Culture et qui va vous parler du festival « Et maintenant, la parole est à vous » qui va se dérouler le 21-22 octobre. Voilà, j'ai dit à peu près tout. Merci à nouveau. Donc on se retrouve pour ce qui nous concerne dans 30 minutes.
Merci Patrice, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour cet échange lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Un échange qui s'inscrit donc effectivement dans le cadre d'un festival que France Culture et Arte organisent à l'automne prochain, qui s'appelle Et maintenant, c'est la 2e édition. Et en fait, ça croise complètement le thème sur lequel vous avez planché pour la parole au 18-28, puisque justement, on essaye de voir comment on se projette dans l'avenir, quelles sont les aspirations, quelles sont les craintes et quelles sont les propositions pour un monde demain, un monde d'aujourd'hui et un monde de demain. Pour ça, on a élaboré en fait un questionnaire pour élaborer la programmation de ce rendez-vous qui va se tenir à la Maison de la Radio. Un questionnaire de 77 questions. Donc vous pouvez retrouver en ligne sur notre site dédié. Et évidemment, on n'aura pas le temps de le faire là en intégralité, mais l'idée, c'est de créer des débats dans toute la France jusqu'à l'automne sur la base de ce questionnaire pour nous aider à bâtir nos tables rondes et à bâtir notre programmation. Donc là, nous avons une demi-heure de temps devant nous, donc je ne peux pas vous faire l'intégralité du questionnaire et ensuite vous interroger. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné quelques questions qui me semblaient intéressantes pour animer le débat, que je vais vous soumettre. Je vous laisse un petit peu réfléchir, mais rapidement. Et puis, je vais voir un petit peu quelle tendance se dégage sur telle et telle question. Et n'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos observations, de vos commentaires. Voilà. Donc pour la première question, j'ai choisi une thématique liée à la liberté d'expression, puisque c'est un des questionnements. Donc sur la liberté d'expression, voilà les 4 propositions. Elle régresse et ça m'inquiète. Elle existe et est garantie. Elle progresse, quoi qu'on en dise, ou je ne me sens pas concernée. Donc, régresse, existe, progresse, pas d'avis particulier sur la question. Alors, qui considère que ça régresse ? Que ça existe et garanti ? Ok. Et que ça progresse ? Oui, on est sur effectivement une petite minorité sur la progression. J'ai l'impression, comme ça, vu de nez, mais que c'est plutôt existe là dans la salle, en majorité, mais talonné par régresse. Alors, j'ai les pourcentages, en tout cas hier, sur cette question, parce qu'on a eu à peu près 39 000 contributions à date sur ces questionnaires. Il y a 56% qui pensent que la liberté d'expression régresse. Et 59% dans la tranche d'âge 18-25. Donc on est quand même, en tout cas, peut-être que vous êtes un peu plus optimiste dans cette salle. Et donc ceux qui considèrent qu'elle existe et est garantie, on est sur 28% et 22% seulement des 18-25. Et qui progressent, quoi qu'on en dise, 11%, 13% pour les 18-25. Je ne me sens pas concerné, 4% seulement. 6% 18-25. Est-ce que quelqu'un veut du coup réagir ? Je vais commencer sur peut-être la régression quand même de la liberté d'expression, puisque ça peut nous permettre de nourrir le débat. Qui a envie de parler de ce sujet ? Considère que la liberté d'expression régresse en France ? Ou dans le monde d'ailleurs, parce que ce n'est pas spécifié. Allez, ne soyez pas timides. Il y a des micros. Ou alors, est-ce que quelqu'un veut parler de la liberté d'expression, quel que soit d'ailleurs... Ah, monsieur. Vous vous présentez, comme ça on sait un petit peu qui vous êtes. Bonjour, Thibaut Verger, chef de projet immobilier chez Schneider Electric, mais bref. Ma question, c'est aujourd'hui on parle de la suppression notamment de la redevance audiovisuelle. Aujourd'hui on sait que des groupes comme celui dans lequel fait partie France Culture est financé en partie grâce à ça. Demain, ça pose potentiellement un risque sur comment ces groupes vont réussir à se financer. Aujourd'hui, on voit beaucoup de médias qui sont détenus par très peu de personnes. Et moi, j'ai l'impression que ça pose potentiellement un risque sur la neutralité de ces médias aujourd'hui qui sont de facto neutres parce qu'ils bénéficient d'argent public. Et pour moi, c'est un risque pour la liberté d'expression dans le sens où on n'aura peut-être plus ça demain. Donc voilà, c'était ma seule pensée par rapport à ça. D'accord, donc vous le corrélez à effectivement un risque sur la concentration des médias, et notamment avec une suppression de la redevance qui peut inquiéter sur l'avenir de l'audiovisuel public. Est-ce que ça inspire quelqu'un ? Madame ? Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Valentine Bruyère, je suis ingénieure des ponts, des eaux et des forêts. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est de voir l'actualité internationale
et de voir souvent les possibilités d'expression des femmes dans d'autres pays. Et voilà, je me dis souvent qu'il y a de plus en plus de moyens pour s'exprimer, mais il faut savoir bien s'exprimer et donner de la place, assez de place à tout le monde. Et voilà, c'est plus ça mon inquiétude sur la régression de la liberté d'expression. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi en France, ou c'est plus une inquiétude liée à certains pays dans le monde? Je sais pas, je suis peut-être... Il y a des plus jeunes que moi, mais c'est vrai que quand je vois... c'est vraiment de la flash information, de la flash communication, quand je vois, je sais pas, mon petit frère qui a 18-19 ans... et voilà, c'est vraiment comment bien utiliser les moyens. Je pense que c'est une vraie question pour bien s'exprimer et pas... enfin voilà, sur la bonne expression aussi. Oui, il y a un enjeu aussi d'accès aux sources de l'information, ouais, tout à fait. Et de savoir comment justement on utilise ça pour argumenter, pour tout à fait. Pour s'exprimer dans le cadre du débat démocratique. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre, monsieur ? Oui, merci. Mario Gendre-Sec, ministère de la Santé. Je me posais plusieurs questions. Un, du coup, comme vous l'aviez évoqué, déjà la question de l'échelle. Donc, au niveau international, on peut sûrement considérer qu'avec des très grands pays qui ont des problèmes de liberté d'expression, il y a certainement au niveau mondial un problème là-dedans. Ensuite, peut-être au-delà de la question de juste progression ou régression, il y a sûrement une transformation et vous la connaissez sûrement mieux que nous, mais je me demande du coup, est-ce que si aujourd'hui l'expression passe plus à travers des réseaux sociaux et d'autres canaux, comment ça impacte la question autour de la régression ou de la progression? Et enfin, peut-être la raison pour laquelle j'ai voté régression pour la France, c'est toute la question autour des manifestations et les relations très conflictuelles autour qui permettent, en tout cas aujourd'hui, à mon sens, pas de manifester dans un esprit calme juste pour exprimer son opinion, en tout cas pas dans tous les contextes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez continuer, monsieur ? Merci. Pardon, je me présente, Hugo Guyot, je suis aussi élève ingénieur à Clermont-Ferrand. Et j'ai fait partie des rares personnes dans cette assemblée qui estiment que la liberté d'expression progresse. Et l'argument qui me convainc de cette idée, c'est l'accessibilité justement à l'information. Alors peut-être que l'information est de moins bonne qualité que fut un temps parce qu'il y a une explosion de l'information, mais depuis l'arrivée d'Internet, on a quand même un accès à l'information qui ne s'arrête pas. Je veux dire, c'est justement un trop-plein d'informations. Donc le tout est de savoir discerner la sottise de la folie et le faux du vrai. Mais finalement, on a cet accès à une forme de savoir et le tout est de développer notre esprit critique. N'oublions pas que dans les années 70, quand le général de Gaulle est décédé et qu'un journal satirique qu'ils appelaient Harakiri, qui est devenu aujourd'hui Charlie Hebdo, a fait une remarque déplacée sur sa mort qu'il considérait comme anecdotique, ce journal a fermé. Donc le gouvernement a demandé à ce que ce journal soit fermé. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on imagine, un journal qui ferait une critique du gouvernement et qui fermerait. Je pense que là, on aurait des dangers au niveau de la liberté d'expression si ça arrivait encore autant que ça arrive aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mademoiselle devant. Bonjour, Fiona Béraud, étudiante à Sciences Po Paris. Et du coup, c'était juste pour dire que je n'étais pas forcément d'accord avec Hugo Guyot et ses parents. Parce qu'effectivement, on a une forme de démocratisation de l'accès à l'information qui est plutôt une impression, en fait, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on est moins dans la liberté d'expression que la liberté de choisir ce qu'on reçoit. Le fait que sur les réseaux sociaux, en fait, le contenu qu'on va recevoir est vachement basé sur les algorithmes et tout un tas d'acteurs qui est décidé par des acteurs privés. Donc finalement, est-ce qu'il y a vraiment une liberté là-dessus quand quelqu'un d'autre choisit pour nous ce qu'on décide de recevoir? Voilà, c'était Encore un point de vue, puis on va passer à une autre question. Bonjour, Doran Tounéré, je suis collaborateur auprès du maire de Rouen et vice-président en charge des affaires académiques de la filière droit et sciences politiques. Moi, je rejoins mon camarade quand il dit que la liberté d'expression progresse. Et j'irai même plus loin en disant qu'elle est effective en France, elle est garantie par la Constitution, notamment par l'article 11 de la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1989, et à l'aune d'une société
qui est dans l'hypercommunication, elle ne peut que progresser. Donc je ne pense pas qu'on puisse effectivement dire qu'elle régresse. Et je rejoins mon camarade. Dernière observation sur cette question, et je vous propose de passer à une autre thématique, mais qui peut être assez liée. Anne-Sophie Levaguerès, donc je voulais apporter plusieurs éléments. Le premier, c'était pour dire qu'au niveau international, je suis d'avis que le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine et resserre l'étau contre les opposants politiques ne contribue pas à étendre la liberté d'expression. Je suis d'avis également que le fait qu'on donne à la fois que la Russie étende sa capacité d'influence au niveau international, notamment en acquérant davantage de pouvoir, notamment sur les pays du Sud, et via l'arme du blé, lui donne va amener davantage de pays à fermer les yeux sur les actes qu'elle peut commettre, et donc ne contribue pas à faire progresser la liberté d'expression. Je suis également d'avis que le fait que la Chine gagne en puissance dans les organisations internationales au niveau étatique, parce que de par les apports financiers qu'elle réalise, n'est pas et donc elle accroît sa capacité d'influence au sein de ces organisations, ne va pas contribuer à inciter ces organisations à exercer des pressions contre la Chine pour dénoncer la question des droits de l'homme. Voilà, exactement. Et au niveau français, et même au niveau sur les réseaux sociaux, la question de l'hyperconnexion et d'une capacité d'information qui devient plus grande ne signifie pas qu'on a accès à une meilleure information. On peut très bien avoir accès à des fausses informations ou à des informations issues de la propagande. D'ailleurs, il y a plein de pays qui se positionnent là-dessus, notamment la Russie, l'Ukraine jouent très bien sur ce terrain-là pour essayer de gagner les opinions publiques. Donc voilà, l'accès ne signifie pas accès à une bonne information. Et par ailleurs, il y a des personnes qui lorsqu'elles s'expriment sur les réseaux sociaux, se font lyncher, entre guillemets. Voilà. Et puis au niveau français, le système actuel de financement des médias, tel que ça a été dénoncé par Julia Cagé notamment, montre bien qu'il y a une problématique de financement de l'expression dans les médias publics. Il y a une problématique de concentration des médias, et ce qui ne contribue pas à l'accroissement de la liberté d'expression et de la divergence des opinions. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, on va passer une autre question qui est aussi liée à notre libre arbitre, où les résultats m'ont un peu étonnée. Donc on va voir ce qui arrive dans la salle. Je suis prêt à désobéir à une loi que je trouve injuste. Alors là, c'est simple, c'est oui ou non. Alors, oui. Non. Voilà, donc là, on rejoint effectivement à peu près les conclusions. Une écrasante majorité de oui à 84%. Et je pense que la proportion, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais est un peu plus importante pour la tranche d'âge 18-25. Alors, pourquoi oui à une grande majorité qui veut voilà, s'exprimer, monsieur? C'est du sport. La première chose à laquelle Bonjour Bastien Rebena, je suis étudiant à Sciences Po. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était au couvre-feu et confinement. On peut trouver ça injuste, mais en tout cas, c'était trop restrictif et j'ai fraudé plusieurs fois et du coup, oui, je ne l'avais pas respecté. Mais j'avais besoin de sortir, de prendre l'air et voilà. Oui, allez-y, allez-y. Alors, juriste que je suis extrêmement contrarié. Vous êtes à côté de la plaque. Heureusement qu'on a tout un arsenal juridique qui nous permet de... Enfin, pour répondre au confinement, c'était une mesure exceptionnelle, donc je peux comprendre. Mais les lois, elles sont faites pour régir nos comportements en société, les uns vis-à-vis des autres. Donc, encore heureux que...
Choqué. Je suis contrarié. Ça se voit que vous êtes des économistes. Hein. Alors, éclairez, monsieur, pourquoi cette réponse en grande majorité? Oui, mademoiselle. Bonjour, Camille Guitonneau, je suis ingénieure et doctorante en économie. Alors moi, justement, je n'ai pas répondu à la question parce que je trouve que l'absence de contexte n'aide pas à prendre cette décision. Suis-je prête à désobéir ou non? Comme tu viens de le dire, effectivement, il y a des lois qui sont faites a priori, en tout cas ici en France, pour nous permettre de vivre de fixer un cadre dans lequel on peut évoluer. Certaines lois peuvent nous paraître injustes. Après, nous, à l'échelle individuelle, qui on est pour... si on commence à tous prendre la décision de désobéir à une loi parce qu'elle nous semble injuste, il y a toute cette question de subjectivité. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans un énorme bazar? Après, je vois par exemple, donc, je vis en fait entre la France et les États-Unis, où la Cour suprême vient de retirer le droit à l'avortement de la Constitution, ce qui pour moi est extrêmement choquant. Évidemment qu'à titre personnel, c'est le type de mesure qui me semble injuste et à laquelle j'aurais envie de désobéir, mais il faut voir tout le contexte dans lequel je vais me trouver. Est-ce que le fait de désobéir peut faire avancer une cause? Comment ça va affecter aussi le reste de la société? Est-ce que ma désobéissance va affecter les autres positivement, négativement? Donc c'est très difficile, je trouve, de répondre à une question: suis-je prêt à désobéir ou non? Mais merci, vous avez effectivement posé des questions intéressantes. Monsieur? Merci beaucoup. Adrien Lesque. J'ai pas répondu non plus à la question et pour exactement les mêmes raisons que ma chère camarade derrière, donc je vais pas rebondir dessus. Par contre, j'aurais juste une question par rapport à ce que venait de dire mon camarade sur la droite, qui, si je me souviens bien, tu es collaborateur du président de la région et maire de Rouen, qui est maire socialiste, qui fait donc partie d'une coalition qui s'appelle la NUPES et qui propose justement la désobéissance aux traités européens notamment. Donc j'aimerais juste avoir ton éclaircissement par rapport à cela. Alors, merci beaucoup pour ce tacle, mais le maire de Rouen ne fait pas partie de la coalition. On avait une candidature dissidente. Et pour répondre à ta question, je vais quand même pouvoir répondre. Comme elle l'a dit, notre camarade, il y a des mesures auxquelles, forcément, en tant que personne, on est amené à désobéir. Et c'est le débat que j'avais eu avec ma camarade Justine. C'est que, je vais vous citer un exemple tout simple. Demain, si je suis papa d'une jeune fille et que j'apprends qu'elle a été victime d'un viol, comment est-ce que je réagirais? Le juriste que je suis, bien évidemment, dirait on va devant la justice et que la justice se chargera de ça. Mais en tant que papa, on ne pense pas pareil. Donc, c'est vrai. Moi, je vous le dis très honnêtement, en tant que papa, je ne sais pas comment je réagirais. Je voudrais la peau de cet homme ou de cette femme. Ça suppose énormément de questions systémiques parce que, vraiment, si chacun pense par soi-même, bah, je vous apprends rien, mais c'est l'anarchie. Hein. C'est compliqué. Donc je pense que c'est une question qui nous dépasse, nous, à notre petite échelle, et qu'il faut vraiment penser dans l'intérêt de tous. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans une société évoluée comme la nôtre, de vouloir absolument déroger aux règles qui régissent nos comportements en société. Enfin, c'est impensable. Vraiment, sinon c'est l'anarchie, dictature, tout ce que vous voulez. Monsieur et monsieur. Et après, on passe, parce que je veux vraiment aussi vous interroger sur l'environnement. Je pense que c'est une question importante. Donc, encore deux contributions sur la désobéissance. Bonjour, Bonaventure Fontanier. Tout d'abord, je pense qu'il y a un peu un fantasme autour de l'idée que si chacun commence à se faire un avis sur les lois et à commencer à désobéir, ça va être l'anarchie. Déjà, c'est une fausse conception de l'anarchie et ce n'est pas le cas. Encore heureux que les gens se font un avis et sont prêts à désobéir à certaines lois. On a donné quelques exemples, que ce soit aux États-Unis, d'abord, mais en France, il peut arriver qu'il y ait des lois d'ailleurs qu'on oublie
et auxquelles on désobéit sans y penser. Je pense à par exemple l'interdiction pour les femmes de porter des pantalons qui, je crois, a été retirée très tard. Et je pense qu'on ne se posait pas la question. Et enfin, on parle d'anarchie, mais je pense que si on respecte les lois sans réfléchir, en fait, on va se diriger dans une situation où, de toute manière, il y aura une anarchie. S'il y a des millions de migrants, en fait, qui se déplacent à cause de la crise climatique, c'est pas en respectant les lois qu'on va garder un système qui fonctionne. Donc encore heureux que les gens sont capables de se faire un propre avis et sont capables de déroger à certaines lois quand il le faut. Merci. Bonjour à tous, Jonathan Kanagazabeh, je suis étudiant en école de commerce. Pour moi, c'est une question aussi de légitimité de l'État et des règles. Je suis d'origine sri-lankaise, j'ai grandi, je suis né en France. En France, j'aurais respecté les règles puisque je considère que le système est suffisamment bien fait, qu'on peut s'exprimer, que les règles sont établies de sorte que même si je ne suis pas d'accord, il y a eu un process démocratique et un débat. Je ne désobéirai probablement pas à des lois françaises. Au Sri Lanka, ma famille est une minorité opprimée. J'aurais désobéi sans doute pour faire la guerre contre le gouvernement en place. Et ça dépend vraiment du contexte, comme mes camarades l'ont dit. Et ça dépend aussi de ce que vous pensez être juste dans les règles et comment elles sont faites. Merci beaucoup. Alors évidemment, là, ça a été évoqué rapidement. Je voudrais vous interroger sur le climat, le réchauffement climatique. Alors il y avait une question, mais je vais la passer rapidement, mais pour vous donner un peu la question chapeau, il y a des choses plus graves que le réchauffement climatique. 1, la hausse des prix. 2, le retour de la guerre en Europe. 3, une épidémie mondiale. 4, mon premier cheveu blanc, ou rien n'est plus important. On essaie quand même juste la réponse, rien n'est plus important, pour voir. Bon, on va dire qu'on est quand même sur une majorité. Et donc, moi, je voulais vous poser une question un peu plus concrète, qui est celle-ci, qui fait toujours partie de ce questionnaire pour le festival et maintenant. Participer 2 jours par mois à la vie citoyenne via la Convention citoyenne. Ça va pas? Et pourquoi pas? Ou on commence quand? Ça va pas, alors qui aurait envie de... Ok, monsieur. Ou peut-être une deuxième personne? 2, 3, 4. Ok. Et pourquoi pas? Ok. Et on commence quand? Assez équilibré, je dirais, entre les deux. Peut-être un peu plus sur on commence quand. Dans le questionnaire, on est plutôt sur et pourquoi pas à majorité, y compris chez les 18-25. On commence quand en deuxième et ça va pas plutôt en dernier, évidemment. Enfin, évidemment. En dernier. Sans commentaire. Alors, qui veut en parler? Quelle que soit votre réponse, d'ailleurs. Oui, monsieur. Bah oui. Donc, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Oui, il me semble que nous sommes dans un système de démocratie représentative. Il y a des députés qui sont élus. Il n'y a pas lieu d'organiser une espèce de démocratie parallèle avec des gens dont on ne sait pas comment ils sont sélectionnés pour résoudre les problèmes de la société qui doivent être tranchés par leur représentation nationale. C'est très simple. C'est carré. Monsieur, à côté, oui. Oui, bonjour. J'aimerais juste répondre à mon camarade à ma gauche sur le fait que la démocratie représentative a été inventée à une époque où on n'avait pas de numérique et où on avait besoin d'être représenté dans une assemblée où tout le monde pouvait se parler. C'est peut-être plus forcément le cas. Il y a peut-être des solutions numériques en ligne qui peuvent pas forcément remplacer la chose, mais qui peuvent complémenter la chose. Et c'est important, à l'aune du numérique et du digital, de se poser les questions là-dessus. Il y avait un monsieur... Oui, devant vous. Merci. Sur la représentativité de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si l'Assemblée nationale te représente complètement, mais on a vu la participation aux dernières élections législatives, elle est assez faible. Donc sur une représentation du peuple, c'est très questionnable. Et au-delà de ça, la démocratie, c'est censé représenter le peuple. Donc si le peuple peut s'exprimer à travers différents canaux, faut permettre ça. Il faut essayer d'avoir une meilleure démocratie parce qu'on est toujours dans une optique où chacun puisse exprimer son avis pour retrouver l'intérêt général
Donc ce n'est pas 577 députés qui vont réussir à faire ça. Donc autant permettre à chaque citoyen de s'exprimer et de trouver, on va dire, des consensus. Voilà, deux interventions là. Oui, je m'appelle Margot et effectivement, je comprends même pas qu'il y ait enfin, je veux dire, effectivement, soit ça marche et dans ce cas-là, on est d'accord avec le gouvernement et ça tombe bien, soit, et je vais te dire très franchement comment ils sont sélectionnés, c'est au même titre que les jurys aux États-Unis, ils sont choisis pour représenter la France, c'est-à-dire en termes de catégories socio-professionnelles, en termes de sexe et de représentation, enfin bref. Donc c'est une espèce de petite France qui se forme, qui réfléchit et qui décide et qui propose une certaine liste de préconisations. Et j'avoue que j'ai répondu on commence quand, mais la vérité c'est que tous ceux qui l'ont fait l'année dernière, il n'y a absolument rien qui a été appliqué. Donc j'avoue que bosser un week-end par mois pour après avoir aucune représentativité, non merci. Mais par contre, si on m'assure que ce travail de citoyen, il est utilisé, et bah, évidemment que pour le sujet du climat, pour le sujet de l'économie, pour le sujet du droit, c'est une source de contenu hyper intéressant. Et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, en fait. D'ailleurs, dans le questionnaire, il y a un questionnement sur qui va nous aider à sortir de ce chaos. Et ce qui ressort en premier, c'est les citoyens devant les gouvernements, les ONG, les entreprises, etc. Donc ça peut croiser cette question. Non, vous aviez... Non ? Une autre intervention ? Oui ? Bonjour, je m'appelle Agnella. J'ai un discours un peu plus nuancé. Je pense qu'au vu de la défiance, et ça s'est vu avec les dernières élections démocratiques qu'on a pu avoir, au vu de la perte d'intérêt aussi de la société envers la démocratie, c'est des initiatives qui sont à valoriser et où on a besoin aussi de retrouver des gens qui nous représentent plus. Le système français, il est bien, mais malheureusement, il y a quand même... quelque chose qui s'est exprimé dans les dernières échéances électorales. Et je pense que c'est des initiatives, malheureusement, qui représentent très bien un mot très français, c'est la difficulté de la mise en application par la suite. Et c'est là où ce genre d'initiatives, après, perdent leur valeur, puisque par la suite, on n'en fait rien. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les commissions, je trouve, à mon sens, par exemple, de l'Assemblée nationale, où les commissions travaillent, où justement, il y a une diversité des députés, des parlementaires, mais malheureusement, derrière, l'application est assez nulle. Et c'est là où ça dessert ce genre d'initiative, et donc la concertation qu'on peut appeler de la société plus diverse. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est toute la question aussi, c'est si on est d'accord avec ça, à quoi sert cette convention ou ces conventions, à quoi servent ces conventions. Encore une intervention peut-être sur cette question, monsieur ? En fait, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été avancé au cours des deux dernières interventions, notamment sur l'intérêt dans l'état actuel de cette convention qui ne permet pas de mise en application. Mais avec les différentes réactions, j'ai l'impression que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a toujours une efficience suffisante de notre système politique ? Parce que moi, je trouve quand même que c'est bien mieux d'être représenté par des gens qu'on élit pour porter notre parole que par des gens qui sont tirés au sort, même s'il y a une représentativité de sexe, de catégories socio-professionnelles. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la politique, ni même de l'environnement. J'ai mes avis, mais je préférerais élire quelqu'un qui partage mes opinions et qui est spécialiste pour me représenter que quelqu'un de tiré au sort. Et donc la question que ça ouvre, c'est aujourd'hui, est-ce que notre système, avec ces élections à 2 tours à la majorité qui favorise forcément des partis de gouvernement, enfin bon, dans les dernières élections moins, et des gens qui ne sont même plus incités à aller voter. Et il y a quelqu'un qui a parlé des taux d'abstention sur les élections législatives qui sont pourtant vraiment majeurs aujourd'hui, me font me poser beaucoup de questions sur comment finalement en fait on peut réformer ce système politique ou tout du moins d'aller inciter beaucoup plus les gens à voter comme en Belgique où c'est obligatoire, hein, tu as une amende de 50 balles si tu ne vas pas voter, et ce qui donnerait déjà plus de légitimité.
Voilà, moi c'est les questions que Plus ça sur m'évoque. réforme du système démocratique, mais pas forcément une participation citoyenne accrue. La mise en à côté. parallèle de plein d'initiatives, pour moi, c'est justement ce qui paralyse l'avancement d'initiatives. Enfin, tu l'as souligné, si tout le monde fait des propositions différentes, déjà, il faut quelqu'un pour les lire. Donc lui, c'est qui? Et en plus, après, la mise en application de propositions qui ne vont pas dans le même sens, bon, voilà. Mais on voit que c'est une réflexion effectivement à l'œuvre, y compris au gouvernement, avec ce conseil de la rénovation démocratique. Oui. Dans la réflexion du monde de demain qui nous reste à inventer, moi je pense surtout à la réduction du temps de travail et je serais très content de passer 2 jours de plus, ou enfin 2 jours à la place, à discuter de démocratie. Et je serais même content, s'il y a un problème d'efficacité, de passer 2 jours à juste réfléchir sans rien produire et d'avoir cet échange entre citoyens à différentes échelles, locales, nationales. Et je ne suis pas sûr que nos députés soient plus éduqués. Et il y a tout l'enjeu lors des conventions de faire appel à des experts, de lancer le débat, d'éduquer les gens qui participent. Et ce serait bénéfique pour la démocratie et la citoyenneté de simplement participer sans rien produire. On produira peut-être plus finalement que les députés actuels qui n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord. Donc ce serait 2 jours gagnés pour la démocratie. Merci. Monsieur ? Merci. Ulysse Coulon, 24 ans et étudiant ingénieur. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les effets pervers qu'il peut y avoir à créer justement des comités. Et je pense qu'on n'est pas tellement représentatif des jeunes, puisque les jeunes se sont massivement abstenus aux élections. Et j'ai un peu peur j'ai répondu pourquoi pas à la question, mais j'ai un peu peur du système où finalement la majorité dit bon je lâche l'affaire, je m'intéresse vraiment plus à la politique puisque j'ai même pas à voter. Enfin, si on pousse vraiment la logique à l'extrême où tout est tiré au sort, c'est la fin du vote, c'est la fin de la politique et en fait on sera juste une minorité passionnée par la politique à débattre entre nous tous les dimanches. Alors c'est super, hein, et c'est super pour nous et je pense que c'est sain pour la démocratie, c'est bien si tout le monde peut débattre. Mais j'ai vraiment peur de l'effet pervers où plein de gens disent bon déjà les députés ne me représentaient pas, mais alors là si 100 personnes qui ont été choisies sur tel sujet, qui ont pris la décision pour moi, je serai sélectionné peut-être une fois dans ma vie, mais il y a très peu de chances que ça arrive, comme si je gagnais au loto. Je ne sais pas si c'est un si bon système que ça. Je pense que le système actuel est malade et qu'il a plein de problèmes, mais je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution. C'est intéressant parce qu'on voit quand même que c'est pas si évident que ça. Une question qui pourrait... j'aurais imaginé qu'une grande majorité, et même sur la réponse immédiate à la question, vous êtes plutôt à dire que c'est une bonne idée, mais c'est vrai que quand on va un peu dans le détail, on voit que c'est un peu plus mesuré. Oui ? Mademoiselle, devant. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait la réponse pourquoi pas, j'ai l'impression. Le pourquoi pas, c'est vraiment la question du périmètre, des moyens mis en place, parce qu'il y en a qui sont d'accord pour le faire le week-end, il y en a d'autres qui seraient d'accord que pour le faire sur leur temps de travail. Je pense que dans les réponses, il y a aussi ceux qui sont étudiants, ceux qui sont jeunes pros qui se disaient « Ah non, les week-ends » et ceux qui se disent « Ok ». Donc je pense que le pourquoi pas, c'est aussi sur quel sujet on discute aussi. Si c'est des questions d'avortement, je pense qu'en effet, on n'a pas tous envie que ce soit 100 personnes tirées au sort et peut-être plutôt élire nos représentants. Voilà, je pense que le pourquoi pas voulait dire ça pour... Il faut construire en fait aussi cette participation citoyenne. Ouais, elle est encore à construire effectivement. Vous me dites, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou si on passe à la séquence d'après. On conclut 3 minutes. Alors 3 minutes. Une question ouverte. Voilà, donc c'est une des 2 questions ouvertes qu'on pose à la fin du questionnaire. Vous verrez si vous le faites. Il y en a une sur, pour qualifier le monde aujourd'hui, un mot. Mais j'ai plutôt envie de vous interroger sur, moi, si j'ai bien une idée pour le monde de demain, c'est... Alors évidemment, c'est un petit peu large, mais comme vous avez planché sur cette thématique, ça peut peut-être vous permettre à ceux qui ne vont pas pitcher après de faire émerger une idée de leur contribution ou une autre idée qui vous vient. Bonjour, moi c'est Léa. Je pense que pour le monde de demain, ça serait bien de réaliser les propositions. Parce qu'on parle beaucoup de faire des groupes, penser tous ensemble pour proposer quelque chose pour demain. Mais souvent, ce n'est pas réalisé. Et du coup, moi, pour demain, j'aimerais qu'on réalise ce qu'on a dit qu'on ferait. Voilà.
ce serait bien. Merci. Oui, bonjour Romain, je travaille dans l'économie d'innovation. Moi, pour compléter vos propos, en fait, ce que je dirais, c'est peut-être à l'inverse, mais en fait, c'est complémentaire. Mon idée, ce serait que les politiques soient capables de dire ce qu'ils ne vont pas mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propositions, il y en a qu'il faut absolument et impérativement mettre en place, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Il y a besoin de prioriser. Je pense que c'est important, parfois, quand on rencontre des hommes politiques ou des femmes politiques, ou quand on lit des programmes politiques, de d'abord se demander quelles sont les 2-3 priorités qui, en fait, ne seront pas mises en place. Parce que, bon, comme on dit souvent, gouverner c'est choisir, choisir c'est renoncer. Il y a besoin de faire beaucoup de renoncements pour se concentrer sur les thématiques essentielles. Merci. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question quand on a été sollicité. Et en fait, j'ai répondu des cours d'empathie à l'école. Parce que je me rends compte qu'en fait, le démarrage, c'est quand même l'éducation. Depuis qu'on est enfant, on est forcément formaté par la société dans laquelle on vit. Et l'école, c'est beaucoup du technocrate, du technique, c'est apprendre à avoir un métier. Mais si on apprenait déjà à être, ça fait hyper démago ce que je suis en train de vous raconter, mais ça existe déjà dans les pays du Nord et je trouve qu'ils ont quand même un système relativement qui marche bien, en tout cas à l'école. Et voilà, des cours d'empathie pour tous. On note ça, merci. Bonjour, donc Romain Poyet en première année d'études d'ingénieur. Pour moi, une grande question pour l'avenir, pour les changements climatiques qui arrivent, pour tous ces changements de société dont on a besoin. Un blocage, le premier blocage, c'est en fait ce changement de paradigme qu'on n'arrive pas à faire. Et en fait, pas chercher à réduire, augmenter l'efficacité de ça, améliorer plein de petites choses. Et à la fin, on n'a pas changé notre mode de pensée, notre façon de vivre, d'évoluer et de se dire est-ce qu'on a besoin de ces consommations? Est-ce qu'on a besoin d'avoir ces grands moments, ces luxes, etc. Et c'est un vrai choix à faire en soi-même de réduire ses ambitions, réduire ses aspirations de voyage à l'étranger, etc. Et faire une société qui se centre vraiment sur l'essentiel. On a vu les relations humaines essentielles quand on était en confinement, on en avait bien besoin. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de choses beaucoup plus simples qui nous rendent finalement plus heureux? Et ce changement de paradigme me semble nécessaire pour pas aborder les problèmes sans conséquence finalement, parce qu'en fait on tournera toujours, si on augmente l'efficacité de quelque chose, on va en consommer plus et on va toujours en vouloir plus. Et en fait c'est la maladie de la société aujourd'hui, c'est de toujours en vouloir plus. Et je pense que c'est le défi de demain, surtout nous occidentaux qui avons cette habitude. Eh bien on finira sur ces mots. Merci beaucoup, merci à tous, merci d'avoir participé à cet échange donc, qui va nourrir nos réflexions pour ce festival, donc France Culture Arte. Et maintenant, je vous donne le site, vous pourrez le retrouver facilement, ça, et maintenant-lefestival.fr, donc 21-22 octobre à la Maison de la Radio. C'est ouvert à tous, hein, vous pouvez venir, il y aura plein de tables rondes, d'échanges, voilà, ce sera intéressant. Donc merci en tout cas, et puis à tout de suite pour la suite des masterclass et de vos contributions.